Bienvenue sur Biam, le podcast de l'entrepreneuriat féminin au Japon. Je m'appelle Mathilde Dubois et avec mon associée Alice Agnolet, nous avons fondé Tokimeki, une agence événementielle basée à Tokyo qui a pour but de soutenir les entreprises étrangères voulant organiser des opérations au pays du soleil levant. À travers ce podcast, on veut vous partager notre quotidien de femmes entrepreneurs qui facilite les collaborations entre différentes cultures. On vous fera aussi découvrir des invités exceptionnels qui partageront avec nous leur parcours de vie et leurs expériences dans l'archipel. Japonophiles, femmes, hommes, entrepreneurs d'aujourd'hui ou de demain, on espère que notre podcast vous plaira. Bonjour, épisode 5. Bienvenue. Bienvenue. On essaye de s'améliorer en podcast, j'espère que vous verrez les changements de qualité entre la façon dont on parle et la façon dont on édite les sons. Donc on verra. On fait ce qu'on peut. Aujourd'hui, on voulait vous parler d'une de nos missions qui vient de se passer. Oui. Mathilde va nous parler avec un peu plus de détails. Oui, ça va surtout être moi qui va parler. On va revenir en fait sur la mission cheval que Mathilde nous a présentée en fait pas mal sur Instagram. Oui, que j'ai présenté en story. Un reel est disponible pour récapituler tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, le but c'est échanger sur les attentes de cette mission, les challenges que tu as eus. Ouais. Les points forts pour toi, les temps forts pour toi, globalement ce que t'en as pensé. Ouais, de comment ça s'est passé. Yes. Du coup, cette mission-là, elle est venue à nous via une connaissance. Ouais. C'est souvent le cas jusqu'à maintenant sur l'ensemble de nos missions. Donc soit quelqu'un qu'on connaît qui fait appel à nous directement, soit quelqu'un qu'on connaît qui nous recommande à quelqu'un d'autre parce que l'autre personne cherche quelque chose. Là, en l'occurrence, c'était une connaissance de... L'importance du réseau, encore une fois. Et j'allais justement y venir, le réseau privé, parce qu'à la base, la personne qui nous a contactés, donc qui s'appelle Eishun, c'est une personne que je connaissais moi de mes activités quand je montais à cheval à Kanazawa. Okay. Donc complètement quelque chose de privé, absolument pas quelque chose qui était à l'époque voué à devenir professionnel. Et en fait, Eishun travaille notamment pour la Fédération d'équitation japonaise. Et la semaine dernière, il recevait un chef de piste français pour monter un parcours de cross à Yamanashi. Où est Yamanashi ? Alors, où est Yamanashi ? Oui, j'allais dire, ça fait beaucoup de choses à décortiquer. Yamanashi, c'est vraiment, on était au milieu de l'île de Honshu, là, l'île en banane. Ouais. On était au milieu, on n'est pas très loin du mont Fuji. Même dans si on les le voit pas. Alpes japonaises ? Ouais, on est en plein dans les Alpes japonaises. Voilà, au milieu de la montagne, au milieu de la nature. Un peu à la limite, pour le lieu où vous étiez vraiment à la limite entre du coup Yamanashi et Nagano ? Ah ben complètement. Nous, on dormait dans une ville qui s'appelle Suwa, qui est à Nagano, dans le département de Nagano. Et le centre équestre était à Yamanashi. Donc en fait, tous les jours, on faisait 20 minutes de voiture. Mais du coup, c'est complètement, oui, à la frontière de Nagano et Yamanashi. C'est à peu près à 3 heures de voiture de Tokyo, si oui, on prend l'autoroute. Grosso modo. Donc on y allait pour monter un parcours de cross. Quoi le cross ? Voilà. Dans le monde équestre, et plus particulièrement des sports équestres, donc on va parler Jeux Olympiques notamment, les 3 disciplines représentées, c'est le saut d'obstacle, le dressage et le concours complet. Le saut d'obstacle, c'est un peu la discipline reine de l'équitation, le show jumping, avec des obstacles sur une carrière de sable en général blanc, où les chevaux doivent faire un parcours d'environ une quinzaine d'obstacles, ils sautent, s'ils font tomber une barre, ils ont des pénalités, il y a un temps imparti, et plus tu vas vite, et plus tu as des chances d'être premier. D'accord. Donc ça, c'est le saut d'obstacle. Le dressage, c'est dans une carrière de sable blanc, pas d'obstacles. Okay. Et c'est en fait un peu comme la gymnastique, il y a des figures imposées. Okay. Donc les chevaux font leur reprise, donc ça s'appelle une reprise, il y a de la musique. Soit ils ont une musique imposée, soit ils choisissent leur musique. Et ils ont des figures imposées qui font dans un ordre adapté à leur musique. Et ils sont notés sur la précision de la figure, sur la bonne entente avec leur cheval, sur comment le cheval se comporte, sur est-ce qu'il est bien entretenu, etc. etc. Okay. Donc ça, c'est le dressage. Et le concours complet, c'est du saut d'obstacle, du dressage et ce qu'on appelle du cross. Okay. Donc il y a les deux... Alors, pas tout à fait en moto, pas tout à fait à vélo non plus. Donc c'est du cross à cheval. Mais c'est un peu comme le cross à moto dans le sens où c'est dans la forêt, ou en fait sur un terrain naturel, souvent c'est un petit peu dans les bois. On va reproduire des obstacles qu'on appelle des obstacles fixes,
c'est-à-dire qu'il bouge pas, que le cheval va devoir sauter. Donc en fait, il y a un parcours qui est défini avec des points à passer impérativement. Il va y avoir des obstacles où on va avoir l'option de passer sur telle partie de l'obstacle ou telle partie de l'obstacle. Et en général, en fait, c'est des obstacles qui reproduisent un peu la nature. Donc souvent, on va avoir des troncs de bois. Souvent, on va avoir des choses décorées. Je sais pas, ça peut être des fausses maisons. Mais en fait, c'est des obstacles assez imposants, très larges généralement, qui se fondent un petit peu dans le décor. Donc on va décorer avec des branches de bois, on va décorer avec ceci, avec cela. Il y a des passages dans ce qu'on appelle des gués, qui sont des trous d'eau. Donc en fait, le cheval, il va sauter dans l'eau. Et après, pour ressortir, il va ressauter un obstacle pour ressortir. Donc en fait, le cross, c'est une discipline qui demande beaucoup de technique et beaucoup de confiance en fait dans le couple cheval-cavalier. Parce que le cheval, il faut qu'il ait confiance en son cavalier pour se dire, ok, je sais pas quelle est la profondeur de l'eau, mais si mon gars, il me dit que je peux y aller, eh ben, on va y aller. S'il n'y a pas cette confiance-là, le cross, ça se passe pas parce que... déjà, c'est un peu dangereux, vu que les obstacles sont fixes et ne tombent pas. En fait, si le cheval laisse traîner une patte comme il le ferait en saut d'obstacle, ou la barre tombe, là, en général, c'est le cheval qui tombe parce que c'est pas l'obstacle qui va tomber. Donc ça fait souvent des chutes impressionnantes. Il faut savoir que les parcours sont montés de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de danger. À ce qu'il y ait pas... Enfin, c'est technique, bien évidemment, mais le but, c'est bien évidemment de ne pas faire tomber les cavaliers et de ne pas faire tomber les chevaux. Donc c'est... un parcours qui demande de la technicité et une confiance entre le couple cheval-cavalier. Les concours d'équitation, en général, on va dire tel niveau, tel niveau, tel niveau, et souvent c'est représenté par des étoiles. Donc on va avoir une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Plus on monte en étoiles et plus c'est un niveau corsé. 5 étoiles, c'est le plus haut niveau ? Il me semble, ouais. Et là, en l'occurrence, à Yamanashi, c'était un concours complet international, donc CCI, 2 étoiles. Les appellations, elles sont utilisées en français, même au Japon. Donc au Japon aussi, c'est CCI. Ah, c'est marrant. Ouais. Donc il y a CCI pour le concours complet, CSI pour le saut d'obstacle, et CDI pour le dressage. Et FEI pour la Fédération équestre internationale. Et ça, c'est dans le monde entier. Même en anglais. Même en anglais. On dit FEI. Donc... Ce parcours en particulier, cette compétition en particulier, donc c'était une 2 étoiles. Ouais, en fait, c'est sur 3 jours. Parce que du coup, pour un concours complet, il y a dressage, obstacle et cross. Ça demande beaucoup d'efforts pour les chevaux, donc normalement, en fait, c'est réparti sur 3 jours. Il y a un jour dressage, un jour obstacle, un jour cross. L'ordre peut être changeant, mais normalement, c'est une épreuve par jour. Là, on enregistre le podcast, il est début septembre 2024. Il y a un typhon qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, qui s'appelle Shan Shan, qui était en train de se balader sur le Japon pendant qu'on préparait le concours. Donc en fait, la météo a pas mal impacté le planning, vu qu'on savait pas si les épreuves seraient courables ou non. Et du coup, au lieu de faire sur 3 jours, par précaution, ils ont tout ramené sur 2 jours. Donc c'était vendredi, samedi. Vendredi, ils ont fait dressage obstacle. Et samedi, c'était pour le cross. Et c'était donc un concours complet d'équitation pour plusieurs catégories. Parce que quitte à faire venir des gens, autant faire plusieurs épreuves. En général, on va pas faire juste une épreuve 2 étoiles. Il va y avoir une épreuve 2 étoiles, une épreuve 1 étoile, et puis après, il y a des classes plus basses. Donc on avait les personnes qui sautaient 75 cm, 85 cm, 90 cm. 1 mètre, c'est 1 étoile, et 1 mètre 10, c'est 2 étoiles. Ces compétitions-là, donc tu disais qu'il y avait plusieurs catégories qui participaient à la compétition. On est sur des niveaux seulement professionnels ou semi-pro-pro ? Alors il y a beaucoup d'amateurs sur les petites catégories. Quand on monte en hauteur, en général, ça va être des professionnels. Pas des pros comme on l'entend en France, où en France on a des cavaliers à temps plein, en fait, ce qu'on appelle des cavaliers professionnels qui ne font que monter à cheval et sortir en compétition et monter des chevaux de propriétaires. Le monde équestre au Japon n'est pas aussi développé, donc en fait souvent ça va être des gens qui sont embauchés dans des centres équestres et qui sont un peu sponsorisés par leur centre équestre pour tourner en compétition. C'est le cas notamment des cavaliers de l'équipe de complet qui ont eu leur médaille de bronze à Paris. Ils sont membres d'un centre équestre qui les sponsorise et qui leur permet en fait d'évoluer en compétition. Tout à l'heure tu parlais de chevaux de propriétaires. En fait les cavaliers ne sont pas propriétaires de leurs propres chevaux ? Pas toujours. Donc moi par exemple, moi j'étais cavalière pendant un certain nombre d'années, moi je faisais du saut d'obstacle. Au début quand j'étais jeune, j'avais pas de cheval à moi, donc en fait... T'es toujours jeune. Je suis toujours jeune bien évidemment, mais quand j'étais plus jeune, le centre équestre auquel j'étais affiliée me prêtait un cheval pour tourner en compétition, c'est ce qui se passe souvent.
Après, une fois qu'on achète son propre cheval, en général, on tourne en concours avec son propre cheval. Ouais. Et après, quand on arrive sur des niveaux très très hauts, les chevaux coûtent très très cher. Ok. Les cavaliers n'ont pas forcément les moyens de s'acheter ce genre de chevaux. Et du coup, soit il y a quelqu'un qui leur achète le cheval pour qu'ils tournent en concours avec, soit c'est des copropriétés où ils achètent le cheval à plusieurs pour les emmener sur du haut niveau. D'accord. Du coup, là, sur ce concours-là, on avait de la petite catégorie à la grande catégorie. Parce que c'était les championnats japonais pour le concours complet. Donc c'est l'équivalent des championnats de France, mais c'est les championnats du Japon. Donc on avait des juniors, on avait des poussins, on avait des plus âgés, et puis on avait, vu que c'était quand même un concours agréé par la FEI, c'est un concours qui doit permettre de gagner des points en fait, pour se qualifier sur d'autres épreuves, par exemple les Jeux Olympiques ou sur d'autres gros tournois. En fait, il faut avoir participé à tant de compétitions et avoir eu tel ou tel résultat pour ensuite participer soit aux Jeux, soit à d'autres compétitions. Donc c'était un concours agréé FEI. Il y avait donc des juges étrangers validés par la FEI. Et parce que le Japon veut développer notamment le monde du concours complet, ils ont fait venir un chef de piste de France qui s'appelle Pierre Le Goupil. Mais ça me dit quelque chose, ce nom. C'est parce que Pierre Le Goupil, c'est le chef de piste qui a fait la piste du concours complet, du cross du concours complet pour les Jeux Olympiques de Paris, qui se passait à Versailles. Yes. Du coup, c'est vrai que c'est lui qui a designé en fait tout le passage. Si vous avez vu les épreuves équestres, c'est lui qui a fait le design de tout ce qui se passait dans les bois en fait, tous les obstacles qu'il y avait en forêt. Il a travaillé à ça. Donc à un niveau mondialement reconnu. Mondialement reconnu. Quelqu'un qui a une discipline impressionnante. Et qui montent des parcours très très intéressants. Jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas fait appel à nous parce qu'ils ont des employés ou ils ont des gens qui aident à la fédération qui parlent anglais. Donc ils faisaient tout en anglais jusqu'à maintenant. D'accord. Sauf que cette fois-ci, la personne qui généralement sert d'interprète n'était pas disponible. Ok. Donc Eishun, on revient au début de l'histoire, m'appelle un beau jour en me disant « Est-ce que tu serais disponible fin août ? J'aurais besoin d'un interprète pour faire du français pour un chef de piste qui vient. » Jusque-là, tout va bien. Why not ? Pas trop de détails, j'ai pas trop les dates, j'ai pas trop... Puis je me dis, je lui dis, par contre, moi, j'ai pas fait de cross, je connais pas... Et puis à ce moment-là, j'avais très mal au dos, donc je lui dis, je pourrais pas porter quoi que ce soit, parce que je me doutais, je m'imaginais quand même que s'il y a un chef de piste, il allait falloir bouger des obstacles, être sur le terrain. Terrain de cross veut dire... Un parcours de cross, là en l'occurrence, vu que c'est un 2 étoiles, c'était 3 km le parcours. D'accord. Donc ça veut dire qu'il va falloir les marcher les 3 km. À un moment ou à un autre. Et potentiellement porter des obstacles et porter des décorations et tatati tatata. Donc je lui dis, par contre, je suis pas très mobile, enfin, pas de problème, tu seras juste là pour traduire mon œil. Non, mais je dis ça en rigolant parce que ça s'est très bien passé puis c'était intéressant. Mais pour vous donner une idée... Pierre a demandé à avoir une plus grosse tronçonneuse pour abattre des arbres et créer un obstacle de toutes pièces. On parle de grands pins de 10 mètres d'eau. Il en a battu 3. Et avec ces 3-là, ça lui a fait un seul gros... Un seul gros obstacle. Très bel obstacle. Mais du coup, il y avait des rondins énormes. Mais après, tout est bougé avec des Manitou et des machines. Et des élévateurs et des grosses machines, hein, bien évidemment. Mais du coup, en fait, c'était intéressant de voir la façon dont déjà il réfléchissait ses parcours, la façon dont ensuite il aménageait les parcours. Donc là, on parlait des gros engins, on a parlé vite fait du typhon. Grosse pluie sur un terrain herbeux et un peu glaiseux avec des gros engins veut dire grosse ornière. Veut dire que le terrain, il est très glissant. Et potentiellement, un cheval lancé plein galop qui se prend les pieds dans une ornière, c'est pas génial. Donc, il avait toujours un œil sur l'état des abords des obstacles, donc devant, après. Si jamais c'était glaiseux, on prenait des pelles, on enlevait la glaise et on remettait du sable. Si jamais, en train de monter un obstacle, il voit un clou, une vis qui dépasse un peu, soit on l'enfonce, soit on l'enlève. Tout est réfléchi pour que, si jamais le cheval décide de pas sauter, par exemple, et qu'il s'échappe d'un côté ou l'autre de l'obstacle, s'il touche l'obstacle, il sera pas blessé par l'obstacle. Il n'y a pas un élément qui va le chaparder au pied ou rien de tout ça. Donc mon rôle à la base, c'était d'être interprète. J'ai fini par être assistant en chef.
Parce qu'on avait des équipes en fait d'aide qui étaient là, donc il y avait des gens qui sont un petit peu, pas vraiment embauchés par la Fédé, mais qui travaillent avec la fédération. Un gros travail associatif. Ouais, un gros travail associatif, qui sont là en tant qu'un peu que bénévoles. Pour monter les parcours, faire tourner les concours. Et puis, au Japon, il y a une culture de club sportif qui commence au collège ou au lycée. Bukatsu, c'est à partir du collège. À partir du collège, je pense pas que ça existe, mais à partir du lycée et jusqu'à l'université, il y a des clubs d'équitation. Ok. Dans certains lycées, donc c'est peu répandu, mais il y a beaucoup d'universités qui ont un club d'équitation. Ok. Donc en fait, il y a des chevaux qui sont achetés par l'université ou par des anciens du club d'équitation de l'université. Et ils essayent de faire découvrir un peu l'équitation. Et donc on avait plusieurs membres de différentes universités, des clubs d'équitation qui étaient là en renfort pour donner un coup de main. D'accord. Là du coup, en termes de staff, ouais. On était sur combien de personnes ? Pour l'équipe de Pierre, grosso modo, on tournait entre 5 et 10 personnes. D'accord. Donc après, il fallait répartir les gens de façon intelligente, parce que Pierre avait eu un malheur dans sa famille qui avait retardé son arrivée, que le typhon raccourcissait le timing, donc il fallait être malin en fait et dire à un tel, bon ben là sur cet obstacle-là, ils sont 3 à travailler dessus, toi va t'occuper de, je sais pas moi, décorer tel obstacle, accrocher les numéros, parce que du coup il fallait visser les numéros des obstacles pour que les gens ils sachent dans quel ordre il fallait tourner. Il fallait, ce que je disais tout à l'heure, pelleter la glaise, il fallait tout ce genre de choses-là. Donc des répartitions des rôles. Pour moi c'était intéressant, pour être tout à fait honnête, c'était vraiment pas le contrat le plus rémunérateur qu'on puisse avoir. Mais comme on en a déjà un petit peu parlé sur Instagram, nous, enfin, notamment moi, mais Alice n'est pas contre, on veut développer l'activité en rapport avec le cheval. Oui. Parce que déjà c'est un domaine qui, moi, me fait rêver et qu'en plus, on pense vraiment qu'il y a un besoin, notamment dans le monde du cheval, mais enfin, de toute façon dans tous les échanges internationaux, mais vu que le monde équestre au Japon est vite limité, ils sont vite... en train de faire appel à l'international. Donc on pense vraiment qu'il y a une carte à jouer à ce niveau-là. Ça m'a permis de rencontrer plein de gens haut placés à la fédération. Il y avait par exemple le coach de la fameuse équipe de complet qui a gagné sa médaille de bronze. Posé avec leurs chevaux. Les papis, c'est eux qui sont donnés ce surnom-là, hein. C'est pas moi qui... au Japon, qui ça avait fait le buzz. Non. Au Japon, ils avaient fait le buzz parce que du coup, ils s'étaient surnommés l'équipe des papis ou quelque chose comme ça. Je sais pas quelle traduction est bonne, mais c'est l'ambiance qui était donnée de façon tout à fait comique. Mais bon, c'est vrai que les cavaliers en général sont beaucoup plus vieux que les athlètes qu'on voit aux Jeux Olympiques. Ouais. Parce que c'est un sport d'expérience en fait. C'est ce que disait un des cavaliers de complet, il faut en avoir fait et refait et monter un couple en fait. Donc monter un couple avec ton cheval, ça se fait pas en une année. Tu travailles pas que sur toi-même en tant qu'athlète, tu travailles sur ton cheval qui est aussi un athlète. Donc ça demande beaucoup de préparation. Enfin bref, il y avait donc Negishi, le coach qui était là, il y avait les futures grandes pontes de la fédération, il y avait plusieurs personnes un peu influentes et qui travaillent sur l'avenir justement du concours complet au Japon. On a parlé de plein de choses, je pense qu'il y a beaucoup de choses dont je peux pas parler ouvertement, donc je n'en parlerai pas, mais ils veulent travailler sur plein de choses, donc moi j'ai bon espoir qu'on puisse être impliqué un petit peu sur l'avenir du sport. De toute façon, rémunérateur ou pas, c'est toujours intéressant, je trouve, en tant qu'entrepreneur, d'avoir des missions un peu de cœur, des missions qui même si effectivement elles sont pas aussi rémunératrices que d'autres, nous font vibrer, mettre du soleil un peu dans nos journées. C'est quand même sympa, ça apporte aussi de la variété. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai que je suis pas contre d'être au bureau du tout, enfin, moi ça me dérange pas, mais c'est vrai que là d'avoir passé une semaine sur le terrain, c'est vachement, vraiment vivifiant, revitalisant, de changer d'environnement, enfin de rencontrer des nouveaux gens, de redécouvrir d'autres profils. Puis je pense que c'est aussi le côté, pour moi aussi avoir vécu des accompagnements comme ça, des semaines d'accompagnement, on est vraiment dans une espèce de bulle et c'est vivifiant et en même temps on se sent vraiment utile. Et on se sent pas utile comme ça forcément tous les jours en fait. C'est différent, avoir des responsabilités et être par exemple manager d'une équipe, etc. Effectivement il y a un but, il y a un objectif, etc. pour mener le projet à bien, l'équipe à bien, à avoir la réalisation nécessaire, etc. Mais suivre comme ça un projet du matin tôt, etc. C'est des longues journées, c'est physiquement impactant, mais en même temps c'est vrai que c'est vraiment motivant. C'est un facteur qui est assez... ça booste, je trouve.
Tout à fait. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire non plus toute sa vie. Non. Parce que du coup, ça demande aussi un certain niveau de réactivité et qui, des fois, on a plus intérêt quand on est plus dans la première moitié de sa vie que dans la deuxième moitié. Mais puis, c'est ce qu'on disait, physiquement, cet accent... Quand on est tout le temps sur le terrain, je pense qu'on prend l'habitude d'y être tout le temps. Enfin, je pense notamment aux cavaliers ou aux gens qui travaillent là-dedans tous les jours de leur vie. Ça devient un rythme, en fait. Oui. Quand on est comme nous, pas habitué à être dehors toute la journée, l'air de rien, c'est très très impactant et peut-être moins pertinent pour nous d'être sur ce genre de mission selon les besoins. Mais en tout cas, là, en l'occurrence, c'était intéressant. De voir Pierre travailler, c'était inspirant. La façon dont il décore les obstacles est vraiment chouette. Vraiment, c'est rigolo parce qu'on allait couper du bois, on allait couper des branches, on allait couper plein de choses dans le parc équestre qu'il y avait autour pour décorer les obstacles et ça permettait en fait de... Ça, faut le dire, c'est quand même une chance parce qu'il n'y a pas beaucoup d'événements qu'on peut faire où on peut se servir des fleurs du parc ou des... Non, c'est clair. En général, il faut apporter nos propres trucs. Donc c'est clair que là de pouvoir recréer en fait la nature qui est à côté, environnante, c'est intéressant aussi en fait de... Mais du coup c'était rigolo, à chaque fois qu'ils voulaient couper telle ou telle branche, il fallait qu'on aille demander l'autorisation, ça on peut couper, ça on peut couper, ça je peux faire. Mais ça fait 6 ans je crois maintenant qu'il vient à Yamanashi, donc il commence à connaître le terrain, il commence à connaître l'équipe, il sait à peu près ce qu'il peut faire et un peu moins faire. Tu me disais en revenant, c'est pas on crée un obstacle et en fait cet obstacle là il est utilisé pour cette compétition là puis ensuite c'est fini. En fait il y a beaucoup d'éléments qui sont réutilisés sur d'autres compétitions. En parlant d'éléments réutilisés sur d'autres compétitions, il y a beaucoup de décorations en cross et en obstacle qui viennent des obstacles de Tokyo 2020. D'accord. En fait, ils ont récupéré notamment les fausses fleurs qui servent à décorer les obstacles. Ouais. Ils ont récupéré des éléments de décoration. Donc là, il y avait des carpe-koi, il y avait des singes, il y avait des petits bambis qui servent en fait à décorer, à potentiellement impressionner les chevaux, enfin les faire se méfier de ce qui arrive. Et du coup, ça s'est récupéré de Tokyo 2020. Donc c'est vrai que c'était intéressant de voir le mix qu'ils faisaient entre fausses fleurs et vraies fleurs, ou vraie nature. La façon dont ils mixaient le tout. Donc voilà. On voulait juste revenir rapidement sur cette mission-là. Ça t'a plu ? Ouais, moi ça m'a plu. Je remets le couvert demain. Donc voilà, on reviendra sur d'autres missions comme ça, également à l'occasion d'autres podcasts. Ouais. Si vous voyez sur nos réseaux ou sur le blog ou autre des missions dont on parle et que vous voudriez qu'on aborde plus en détail lors d'un podcast, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou que ce soit sur le podcast ou sur les réseaux ou par mail. Par mail, par message. Sur le site, il y a un formulaire. Ouais. Et puis voilà. Si vous faites partie d'une organisation qui veut organiser des compétitions ou en tout cas faire venir par exemple des cavaliers au Japon pour voir un peu le paysage hippique ici, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Ouais. Il y a plein de choses qu'on veut faire dans cet environnement-là et on a plein d'idées, mais le réseau c'est toujours important, donc il ne faut pas hésiter à nous dire, à nous contacter pour que... on se rencontre, que le petit monde se mette en place. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Biam. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun futur épisode. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, LinkedIn ou Facebook pour des mises à jour et des contenus exclusifs. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que nous abordions, laissez-nous un commentaire ou envoyez-nous un message à podcast@tokimekibyam.com. Votre avis compte beaucoup pour nous. À bientôt pour un nouvel épisode de Biam.